Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Tout d'abord, je tenais à remercier tous les abonnés qui n'ont pas cessé de continuer à s'abonner à la chaîne malgré que je ne publiais plus de contenu. Donc un grand merci. Bon après, je monétise pas les vidéos donc ça m'apporte pas grand chose, mais ça fait du bien de voir quand même qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui lâchent pas. Voilà. Faut persévérer dans la vie, comme on dit. Donc, concernant le vote. Alors, c'est l'API PHP qui a pris le dessus. J'aurais pensé plutôt à la domotique, mais apparemment, vous aimez PHP. Néanmoins, ça viendra quand même. Ça sera même en relation, je dirais. L'API qu'on va concevoir va servir ensuite pour la partie domotique qui va suivre, en fait. Et même pour le petit vote qu'il y a eu sur la dernière proposition, ça sera fait quand même. C'est juste que je savais pas dans quel ordre j'allais les faire. Mais maintenant, je sais. Donc, alors vu que ça fait longtemps, et qu'il y a plein de gens qui ont posé plein de questions concernant les hôtes virtuels et tout, malgré toutes les vidéos que j'avais faites là-dessus. Donc je me suis dit, EasyPHP, on va pas le prendre, et WAMP, on va pas le prendre. Donc on va en prendre un autre. Alors, cet autre, ça s'appelle Laragon. Donc moi j'ai pris la version light. Donc malgré light, c'est pas si light que ça, hein. Mais bon. Alors après, vous pouvez prendre la version full si vous voulez, avec Node.js et tous ces machins-là. Mais pour la formation, on n'en a pas besoin du tout. Après, à vous de voir. Puis vous pouvez le rajouter par la suite, apparemment. Alors par contre, moi, le truc qui me plaît pas trop, c'est qu'il embarque MySQL. Et moi, j'ai l'habitude de MariaDB. À vrai dire, ça change pas grand-chose, mais sur des serveurs dédiés, c'est MariaDB maintenant qui s'installe et plus MySQL. Donc, pour ceux qui veulent comme moi MariaDB, il va falloir aller sur le site de MariaDB dans la partie téléchargement et de prendre le zip en fonction de votre système, 32 ou 64 bits. Donc, vous téléchargez Laragon et si vous voulez MariaDB, vous téléchargez la version de MariaDB. De plus, pour ceux qui vont avoir des soucis, que ça veut pas démarrer, des erreurs ou des machins comme ça. Alors vous allez sur PHP. On va sur la documentation de PHP, dans la partie download. D'ailleurs vous pourrez même rajouter des versions de PHP comme je vais faire avec MariaDB. Si vous voulez d'autres versions de PHP, vous pouvez très bien aller chercher des autres versions, comme la 7.3 ou la 7.2.17. Bref, toutes ces versions qui nous affichent. Donc, il suffit de lire sur cette partie-là, 8 versions, machin, chose. Et principalement VC14, VC15. Et ces VC14, comme on voit ici, ça correspond à Visual C++ redistribuable pour Visual Studio 2015. En 86 et en 64. De même que le VC15, ça correspond à la version 2017, allez comprendre. Et on prend x64 et x86. Alors vous prenez que le 86 si vous êtes en 32 bits, et vous prenez les deux si vous êtes en 64 bits. Ça vous évitera des problèmes. Ceci étant dit, alors après, vous, une fois que vous avez téléchargé tous ces trucs, hop, comme je l'ai fait, Laragon, vous le lancez, hein. Alors vous aurez un avertissement de Windows. D'ailleurs, je vais regarder pourquoi il me l'avait dit, mais je crois que c'est pas signé. Ouais, voilà, il n'y a pas de signature. Donc vous aurez le Smart Screen qui va se déclencher. Donc vous faites plus d'informations, un truc comme ça, puis vous dites d'exécuter quand même. Après, si vous avez déjà votre environnement, gardez votre environnement. C'est pas la peine d'installer Laragon ou MariaDB. C'est simplement pour avoir un hôte virtuel
avec une adresse URL bien précise, et c'est-à-dire pas du localhost, et une base de données. Voilà. Donc si vous avez déjà ça, pas besoin de faire ce que je fais. Donc sinon vous faites comme indiqué. Donc moi je l'ai installé déjà, parce que j'avais déjà fait une vidéo avant et puis j'ai dû tout supprimer parce que ça a duré trop longtemps. Donc moi je l'ai installé dans formation, dans un dossier serveur. Puis j'ai enlevé le machin Laragon qui nous mettait comme pour WAMP ou EasyPHP quoi. Et ensuite, pour ceux qui veulent MariaDB, il suffit de télécharger le zip de MariaDB, de le décompresser, de pas prendre le premier dossier mais prendre le sous-dossier. Donc celui qui contient tous les fichiers quoi. Et pas celui au-dessus. Hein, celui-là. Et vous le déplacez dans bin MySQL et vous le mettez ici. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite on peut lancer Laragon. Alors pour paramétrer MariaDB, vous faites un clic droit n'importe où dans la fenêtre. Vous allez sur MySQL, parce que vous verrez MySQL, et dans version de MySQL, vous choisissez soit MySQL, soit MariaDB. C'est bon, moi je mets MariaDB tout le temps, mais vous avez le choix. De même que pour ceux qui auraient téléchargé des zips de PHP, pour avoir plusieurs versions, il suffit d'aller dans le dossier bin, PHP ici, et vous faites la même chose, hein, vous allez chercher le PHP, vous allez avoir un zip, et ce zip, vous le décompressez, vous prenez le dossier qui contient PHP à l'intérieur là, et puis vous le mettez à la suite de l'autre. Voilà. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à aller dans l'interface ici, PHP, version, et vous choisissez votre version. Voilà. Et pour ceux qui veulent s'amuser aussi avec des versions différentes d'Apache, vous pouvez aussi le faire. Alors vous remarquerez qu'à côté, vous voyez VC15, par exemple. Ou ici, vous voyez VC15 aussi. Donc ça a besoin de Visual Studio 15 et le 17. D'accord? Faut bien retenir. Et MariaDB, je sais pas s'il nous le dit. Lui, je pense pas qu'il a besoin de ça, mais bon. En tout cas, vous en avez besoin pour Apache ou PHP. Sinon, ça aura des erreurs. Alors, pourquoi Laragon? Pour créer les sites virtuels. Ça va être plus simple. Donc une fois que tout est paramétré, on peut démarrer. Donc vous aurez au départ un avertissement du pare-feu de Windows pour MariaDB. Donc vous dites oui. Ensuite, une fois que vous avez bien tout démarré, il suffit d'aller dans créer un site web rapidement et choisir blank. Donc un projet vide en fait. Après vous nommez votre projet comme vous voulez. Donc moi je vais l'appeler API PHP. Et ça va avoir pour effet de créer un hôte virtuel directement. Il existe déjà, ok. Tu m'embêtes. Hop là, serveur. Alors vous verrez qu'il va le créer ici en fait. Donc je vais l'enlever, comme ça il sera content. Hop. Ok. Et du coup, il l'a pas fait. Donc je recommence. Ok. Tu m'as pas dit le mot de passe par contre. C'est tout, on va deviner. Alors si on regarde ce qu'il a fait, voilà, il a créé un dossier API PHP dans serveur www. Donc là, si on clique sur web, ça va nous ouvrir localhost. Donc je vais fermer ces onglets là qui ne nous servent plus. Et donc on voit bien qu'il nous affiche pas le contenu. Pourtant il y a un index. Bon, l'index c'est simplement ce qu'on voit ici en fait. Alors je vous conseille de pas le supprimer. C'est joli et puis bon, ça évite d'afficher les dossiers. Alors pour nous, notre projet, il suffit de faire un clic droit dans www et de choisir API PHP. Et là, on voit qu'on est sur API PHP.test. Et donc, ça fonctionne bien.
Alors, pour ceux que ça aurait peut-être pas fonctionné, il est possible que vous devez aller dans Windows, dans ces deux points, voilà, Windows, Système 32, Drivers, voilà, Drivers, etc. Et sur le fichier host ici, de faire un clic droit, propriété, décocher le lecture seul, et dans sécurité, sur utilisateur, vous faites modifier, vous remettez bien utilisateur, et vous donnez un contrôle total. Voilà. Même si administrateur il a un contrôle total, sur Windows, vous n'êtes pas administrateur pour ce fichier. Donc c'est bon à savoir. Et du coup, votre hôte virtuel se créera tout seul sans que vous devez rajouter la ligne dans ce fichier là-bas. Sinon, vous pouvez rajouter la ligne à la main. Vous faites 127.0.0.1, une tabulation, et puis vous écrivez API PHP.test. Et ça fonctionnera. Donc, si je reviens dans ce www, alors il y a un truc qui va me déranger, c'est ici, je vais créer un nouveau document. Donc PHP, voilà. Et puis je vais créer un nouveau dossier. Voilà. Et je vais actualiser. Et là le problème c'est qu'on voit le fichier PHP, on voit le dossier, et puis on peut parcourir à l'intérieur. Ce qui est pas très cool. Alors pour les besoins de la vidéo, on va se cantonner à ce dossier API PHP. Mais vous pouvez très bien déporter cette hôte virtuelle. C'est-à-dire que si vous voulez pas que tous vos serveurs virtuels soient dans www, vous pouvez très bien créer un nouveau dossier. Hop. Voilà, tant qu'il se décide. Et vous l'appelez genre virtualhost. Voilà, vous mettrez vos hôtes virtuels dedans. Et le projet, vous le prenez, vous le coupez et vous l'enlevez de là pour le mettre dans VirtualHost. Voilà. Ensuite, j'ai pas fini de modifier. Ici, je vais mettre deux dossiers. Un qui va être public HTML. Donc c'est là où le contenu sera public. Donc le document route, la racine du site, et non plus API PHP. Et un autre dossier apps, où là-dedans on mettra la configuration pour la base de données et toutes nos classes. Et puis divers trucs à la limite. Donc du coup ces deux fichiers là, ce dossier et ce fichier PHP maintenant sont dans public. Donc il faut que je prenne tout le chemin. Et ensuite que j'aille modifier la configuration. Alors si vous voulez pas faire ça, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille de le faire. Sinon vous n'allez pas suivre après ce qui va aller dans les étapes. Alors pour aller dans la configuration, c'est dans le dossier etc dans mon cas. Apache site enabled. Et là il nous a créé un fichier de configuration. C'est comme dans les vidéos précédentes si vous avez déjà vu. Sauf que c'est pas au même endroit, mais bon, c'est pareil. Là on remplace le chemin par le nouveau, on remplace aussi en dessous, on rechange les anti-slash par des slash, je remets celui à la fin parce que la base il y en a un à la fin, hop, et le dernier, hop. Donc là je vais enregistrer. Alors là si j'actualise, on va plus rien avoir. Ce qui est normal, c'est parce que j'ai tout enlevé du dossier et j'ai pas redémarré les services. Donc là je vais recharger Apache. Voilà, en espérant qu'il a compris. Je vais actualiser. Et là je me retrouve sur ça. Donc ça n'a pas vraiment marché. Alors on va faire stop. Voilà, puis on va faire start. Parce que recharger Apache, apparemment, il ne recharge pas vraiment les fichiers de configuration. Bon.
Et si j'actualise, bah ça ne va toujours pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? VirtualHost, patati patata. Bon, je vais peut-être pas enregistrer le fichier. On va recommencer. Je vais déjà commencer par recharger. Là, je vois qu'il l'a modifié. Mais il n'a pas changé dedans. Bon. Voyons voir. Ah. Il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Alors, Apache, site enabled. Donc je vois bien qu'il est activé. Et si je regarde dans les erreurs, donc 19h35, 56, ok. Un command line, serveur bin apache, httpd, ok. Alors je vois qu'il met les anti-slash comme ça, lui par contre. Pourtant tout à l'heure ils avaient mis dans l'autre sens. Bon. On va les remettre comme ça là. Et on va voir si c'est ça qui posait problème. Je pense pas, mais bon, si jamais. On recharge. On actualise. Si ça fonctionne pas, on fait stop. Et on redémarre. CTRL F5 peut-être. Même pas. J'espère qu'il va pas nous isoler dans ce dossier chelou. Ça m'embêterait un peu. Ah bah il a enlevé la configuration. D'accord. Non. Toi, tu t'enregistres. Et apparemment, quand on recharge Apache, il a l'air de nous l'enlever. Ah ouais, voilà ce qui se passe. Bon. Alors, du coup... On va laisser son www alors. Sinon il va nous faire un caca nerveux. C'est même pas www. Ah non, j'ai pas oublié serveur. Ok. Donc tant pis. On devra redéplacer le dossier, on peut pas le mettre à l'extérieur de W apparemment. C'est encore de la merde. Je recharge et il me l'enlève. Cool. Ah. Ah, on peut choisir où est-ce qu'on les met. Cool. Donc. Ouais, mais non, ça c'est le serveur par défaut normalement. Bon.
Ah, il m'embête celui-là. Ok. Ça. Si je le laisse là, je vais comprendre. En même temps, il n'y a pas de dossier. C'est parce qu'en même temps, il doit contrôler aussi le dossier, apparemment. Donc, je vais redéplacer mon dossier dans ce qu'il veut. Voilà. Et logiquement, il est rechargé. Si je regarde, j'ai toujours API PHP. Et dans Citynabled, apparemment, il me l'a laissé. Donc, je regarde. Oui. Donc, il veut qu'on le laisse dans le dossier à la con. Enfin, c'est pas grave. Il n'y en a pas un qui vaut mieux qu'un autre, en fait. C'est dingue. Donc là, on arrive vraiment dans le public, hein, comme on le voit. On est vraiment dans la racine et on voit pas le dossier apps. Donc on est bien dans le dossier public ici. Donc on a déjà corrigé ce petit truc. Maintenant, on voudrait ne plus voir ces fichiers là, ces dossiers et fichiers. Alors pour ça, toujours dans le fichier de configuration, on va juste lui rajouter quelque chose. Option avec un S moins index6, donc avec un S aussi. On enregistre, on recharge, et si tout va bien, si j'actualise, voilà, il me dit que je n'ai plus accès. Si maintenant je renomme le fichier ici en index, alors soyez pas surpris, hein, il y a du contenu dans le fichier, donc c'est normal que vous allez voir des choses. Si j'actualise, on voit bien du contenu, et donc j'ai pas précisé index dans l'URL non plus. Alors pour mieux travailler, je vais utiliser NetBeans parce que je l'aime bien. Pour ceux qui voudront la configuration, parce que il y a plein de réglages en fait. Donc il y a Tool Options, et ici on peut exporter les données et les importer. Et quand on les importe, simplement ce qu'il veut c'est un zip. Donc moi je lui ai déjà donné, donc ça sera NetBeans zip. Pour ceux qui le voudront, je pense que je mettrai un lien sous la vidéo, et au pire je le mettrai aussi dans le groupe Facebook, hein, pour les autres personnes, pour ceux qui veulent importer la configuration, quoi. Ensuite, d'ailleurs il faudrait que je le refasse, je sais pas passer un truc. Hop, là on va l'exporter. Donc là on va dire c'est ça. Voilà. Là je sélectionne tout. Ok. Je suis en train de les exporter. Voilà, donc il l'a fait. Alors ici je vais créer un nouveau projet. Hop là, nouveau projet. Donc ça sera du PHP, on va laisser PHP application, le nom du projet API PHP, où est-ce que se trouvent nos documents, hop, dans formation serveur W, API PHP, la version, bon bah on laisse 7 parce qu'il n'y a pas autrement. Et ici les métadatas qu'il va créer,
laisser par défaut au pire. Ici, donc là on peut lui dire notre adresse directement, API php.test. Voilà, on fait suivant, on veut rien de tout ça, on fait suivant, on n'a plus rien de tout ça, et on dit OK. Donc dans source file, on aura le fichier d'index que vous avez vu tout à l'heure, et le nouveau dossier qu'on va ici supprimer. Alors, ce qui s'est affiché, c'est simplement le debug de la variable serveur. Autrement dit, vous pouvez simplement faire ça et puis mettre serveur à la place de data. Mais bon, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Alors, on va aller dans les explications. Donc, l'API, c'est simplement en fait une adresse web que vous allez appeler et que ça va faire des traitements. Donc en gros, imaginons, je sais pas, prenons, je sais pas moi, l'exemple qu'on veut récupérer une liste d'animaux. Voilà. Donc on pourrait faire animaux slash liste. Mais ça voudrait dire qu'on veut récupérer une liste. Et on pourrait s'imaginer que la réponse, par exemple, elle soit au format JSON ou au format XML ou un autre format, peu importe. Ben, on pourrait rajouter des paramètres dans l'URL en précisant format JSON. Bien sûr, on pourrait rajouter d'autres paramètres dans l'URL où l'URL pourrait être complètement différente en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc là, je vais juste garder pour l'instant deux paramètres, deux sous-chemins comme ça, plus un paramètre derrière. Et on va actualiser. Alors, bien sûr, si on fait ça, ce que le serveur web est en train de faire, il essaye de chercher un dossier qui s'appelle animaux, un dossier qui s'appelle list, ou un fichier qui s'appellerait list, dans lequel il veut envoyer format JSON dedans. Et nous, ça nous arrange pas. On voudrait que tout se passe sur l'index PHP, peu importe les URL qu'on va taper, sauf si le dossier existe, bien sûr, car là il trouvera le dossier. Alors pour faire ça, on va devoir créer un fichier htaccess dans lequel on va lui mettre quelques règles tout simplement pour contourner cette chose. Alors pour ça, hop, on va prendre notre netbean. Dans le public, on va faire new fichier vide et on l'appelle .htaccess. Voilà, donc il est d'accord. Alors je vais faire un copier-coller pour gagner un peu de temps. Donc là, on va dire qu'on va rediriger toutes les URL sur index.php. Donc pour ça, on va vérifier si le mode rewrite, le module rewrite, réécriture d'URL, est activé dans Apache. Ensuite, on va démarrer le moteur. On va lui définir une base, on va lui définir une règle et des conditions comparées à cette règle. Donc F c'est pour les fichiers, D c'est pour les dossiers. Et tout va repointer sur index.php. Voilà. En dessous, donc
Donc là, je remets cette option-là si vous n'avez pas contrôle sur Apache ou un truc comme ça. Donc le option -indexes, comme vous le voyez ici, ça évite d'afficher les répertoires, les dossiers, les fichiers dedans, qui seraient pas du HTML ou du PHP. Et enfin, en cas d'erreur, bon, je me suis créé 3 fichiers personnalisés pour les 404, les 403 et les 500. 404 c'est quand c'est pas trouvé, 403 c'est quand c'est interdit, comme on l'a vu tout à l'heure, le forbidden, et le 500 c'est quand il y a un problème, quoi. Soit une erreur de code, soit une erreur dans Apache, un truc du genre. Donc je vais l'enregistrer. Pour l'instant je m'occupe pas du mode rewrite. Je vais tester. Si ça fonctionne, ça veut dire que le mode rewrite il est enclenché. Si ça fonctionne pas, ça veut dire que le mode rewrite n'est pas enclenché. Donc là on voit, on est sur une erreur 404 par exemple. Donc j'actualise et là on voit que ça fonctionne. Alors pour ceux que ça fonctionnerait pas. Alors si vous êtes avec ce truc là, je sais pas si c'est, vous pouvez le faire d'ici. On a le HTTPD conf, les sites inabled et les versions, donc on n'a pas accès au module. Alors vous allez directement dans le fichier httpd.conf, tout simplement. Il me l'a mis où? Où est-ce qu'il me l'a foutu? Voilà. Ici, dans le langage, vous faites initfile, comme ça tout ce qui est renversé en commentaire. Vous descendez et vous avez les load modules. Et là-dedans, vous cherchez le module rewrite. Négociation, voilà. Donc là, on voit qu'il a été chargé correctement, ce module. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc si chez vous ça fonctionne pas, décommentez cette ligne dans le httpd.conf. Tout simplement. Hop, c'est un peu relou ce truc. Si je ferme ça, ouais c'est bon. Ouais je pense. Ouais c'est bon. Donc maintenant, on va se retrouver avec des URL qui vont avoir 1, 2, 3, 4 paramètres, des chemins à rallonge si on a envie. Par exemple, des bugs. Et on pourrait s'amuser à dire ça, en plus. Notre but, notre travail, ça va être de récupérer ce qui va nous intéresser dans la variable serveur ici. Donc la variable globale PHP serveur, hein, qu'on est en train de débugger. Pas mal d'infos qui vont nous permettre de redécomposer toute l'URL. Bien sûr, l'URL elle a un sens. Typiquement, comment dire ça? C'est-à-dire que là, par exemple, on a ciblé des animaux. Bien sûr, il faut qu'il y ait des animaux qui existent. Parce que sinon, ça fonctionnerait pas. C'est pas magique. Donc, là, on imagine qu'on va avoir des animaux et qu'on peut avoir une liste d'animaux au format JSON et qu'on est en mode débugage, par exemple. Donc, où est-ce qu'on retrouve toutes ces infos qui peuvent nous être utiles pour ensuite les décomposer? Donc déjà, on se rend compte ici que le query string, on a bien format égale JSON et debug égale true. Donc tout ce qui vient après le point d'interrogation. Donc tous nos paramètres, finalement, se retrouvent dans ce query string. Ensuite, on a le request URI. Alors après, on a aussi le redirect query string, où on revoit la même chose. Ça, c'est simplement parce qu'on a été redirigé. Car effectivement, on est sur index PHP et à la base, on demandait une URL qui n'existe pas, en fait. Donc, il y a celui-là, mais on va dire qu'on s'en fout un peu. Donc, sinon, on a le query string, qui a cette partie-là. Après, on a le request URI, qui lui nous permet d'avoir toute la partie de l'URL complète. Et
on a une autre partie, donc ici le redirect URL, donc c'est là où on a été redirigé, où là on a la partie de l'URL, donc avant le point d'interrogation. Donc cette partie-ci. Après, il y a quelques petits trucs qui vont nous servir. Donc par exemple le host, il peut nous servir, mais on va plutôt le prendre dans server name, le serveur adresse, le serveur port. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la partie serveur. Et ensuite, on a le remote address. Donc le remote address, ça serait plutôt le client, celui qui nous demande quelque chose. Donc ça, on en aura besoin aussi. Le request shame, là aussi c'est intéressant, car bon, on n'a pas mis HTTPS, mais souvent les API sont un petit peu protégés en HTTPS. Et là au moins on sait quel protocole on a à faire dans le request shame. Là on est en HTTP tout court. Mais si on était en HTTPS, on verra HTTPS. Le remote port, donc c'est le port sur lequel le client s'est connecté avec nous, avec son adresse IP. Donc ça peut être utile si on répond au client. Ah, ça peut être utile. Le serveur protocole, ici, donc on est bien en HTTP 1.1. Normalement c'est du 2, mais bon, enfin bref, là il est en 1.1. Et aussi le request method qui va nous servir, qui elle permet de savoir quel verbe on a utilisé. Donc ici on a appelé une URL, donc on a utilisé le verbe get. On aurait soumis un formulaire, on aurait utilisé le verbe post. Si on voudrait supprimer des données, on pourrait utiliser le delete. Si on voudrait modifier des données, on pourrait utiliser le verbe put. Ou put, mais on va dire put, ça sera mieux. Donc là voilà un petit peu tous les paramètres qui vont nous intéresser et qu'on va s'amuser à décomposer. Ensuite, une fois qu'on aura décomposé tous ces paramètres, bien sûr, déjà on n'affichera pas ça, hein, bien entendu. On affichera vraiment la réponse de la demande. Mais pour afficher la réponse de la demande, on va traiter les paramètres que je viens d'indiquer. Pour ça, on va créer des classes, tout simplement. Comme ça, on peut les réutiliser plus tard. Et ces classes, quand ils vont analyser chaque morceau de l'URL, par exemple animaux ici, ça pourrait faire appel à la classe animaux ou animal de notre base de données, qui elle serait connectée avec notre classe pour aller chercher ici la liste des animaux. Une fois que ça a récupéré la liste des animaux, on le formate en JSON, parce qu'on a demandé du JSON. Et puis on peut mettre du débugage en plus. Bon, là dans le retour JSON, le débugage serait pas très utile. Mais on peut s'imaginer ça. On pourrait aussi par exemple dire, au lieu de debug, par exemple on veut la liste des animaux, mais uniquement de sexe masculin, de tel âge, etc. etc. Donc il y aura toute une partie qu'on va appeler, disons, protocole. Souvent vous entendez ce terme, protocole HTTP, HTTPS, plein de trucs comme ça. Mais protocole, ça veut simplement un petit peu plus dire que c'est vous qui allez définir la façon dont les personnes vont contacter votre API, donc les URL qui peuvent appeler, avec les paramètres qu'ils peuvent donner. Car sinon ils vont se retrouver avec des erreurs. S'ils appellent des URL qui n'existent pas, on va se retrouver sur une page d'erreur. Alors dans un premier temps, on va mettre quelques fichiers déjà directement. Donc dans le apps, alors c'est vrai que j'avais donné des fichiers ici, 404, 403, 500. Donc ces fichiers ils sont directement à la racine, donc ça veut dire qu'ils se trouvent dans le dossier public. Et je sais pas si je peux les déplacer comme ça.
Je vais essayer. Ouais, voilà, donc je peux les mettre. Alors si je regarde le 403, donc c'est un simple fichier HTML avec un peu de style à l'intérieur, dans lequel j'appelle une petite image. Donc il faut que je crée un dossier image avec l'image dedans. Hop, chose qu'on va faire. Donc voilà, j'ai l'image avec quelques images à l'intérieur. Et ici, il y a une autre image qui est alt. Voilà. Si je regarde le 404, donc j'ai toujours l'image de fond. Et en bas, j'ai une autre image qui est oups. Et si je regarde le 500, pareil, j'ai toujours la même image de fond. Et en bas, j'ai encore le oups. De plus, je vais ajouter un autre fichier qui est la favicon. En fait, c'est l'icône qu'on verra là-haut, tout simplement. Donc là, je vais réactualiser ceci. Alors là, ça n'a pas marché comme ça. Je vais essayer avec un CTRL F5, voilà, pour rafraîchir le cache, et du coup, on voit bien l'icône apparaître. Alors là, il n'y a pas d'erreur, mais je sais pas si je peux simuler une erreur. Alors on va s'amuser à créer un dossier dans lequel dedans il n'y a rien. On va s'amuser avec le dossier animaux pour que vous compreniez aussi cette chose là. Alors le faites pas parce que ça je vais le supprimer après. Et donc si un dossier existe dans votre architecture et que vous mettez une URL qui correspond au nom du dossier, Apache va aller chercher le dossier. Et donc ça va plus fonctionner comme on l'avait comme à l'instant. Si j'actualise, bon là ça a refonctionné. Mais normalement il aurait dû afficher le dossier. J'ai enlevé les paramètres derrière. Mais voilà, si on met ça, il me dit erreur 403, on n'a pas le droit d'entrer. C'était le fameux forbidden qu'on voyait tout à l'heure. Alors si ici j'essaie de faire animaux sans X, donc c'est un dossier qui n'existe pas, et du coup on retrouve notre truc normal. Si on aurait voulu une autre erreur, par exemple la 500 qu'on peut créer facilement, facilement, à voir, s'il affiche les erreurs, voilà, donc on a du débugage, donc ce qui fait qu'il nous affiche les erreurs. Mais si on aurait demandé de ne pas afficher les erreurs, là on aurait une erreur 500 en fait. Et là je peux pas le créer même en changeant le nom, je pourrais pas provoquer l'erreur 500. Bon, c'est pas grave. Sinon on pourrait lui dire ici c'est quoi déjà comme truc? Init set error reporting, et ça on dit qu'on n'en veut pas. Et je crois qu'on peut lui dire aussi display error. Donc je suis pas très sûr des deux noms là. Donc là il le fait corps, donc c'est pas pris en considération. Displays. Non, là ce serait un peu bizarre. Bon, là je l'ai plus en tête. Puis j'ai pas un fichier sous la main sur lequel je pourrais me baser. Donc
c'est bien display errors, sauf que le paramètre c'est pas comme ça. Donc là le error reporting c'était pas comme ça du tout. Et c'est bien display errors avec un S, sauf que là on doit le mettre entre guillemets. Bon, il n'est pas décidé. C'est pas grave. Je vais essayer de le forcer quand même. Je sais pas si ça peut fonctionner ça. Bon, c'est pas grave, j'arriverai pas à le créer. Bon, enfin bref. Vous pouvez voir les fichiers directement en tapant l'URL, hein, tout simplement. On avait 500.html. Voilà. On avait aussi le 404. Voilà. Et le 403. Voilà. Donc c'est ça que j'ai ajouté tout simplement. Alors, dans l'application. Donc je vais créer un dossier source, donc src, et dedans on va avoir un dossier config, alors que je vais simplement copier-coller dedans, et un autre qui va être classe. Voilà. Alors dans les classes, là on va en avoir deux à la base. Donc app qui va concerner notre application et l'autoloader, ça permet de charger toutes nos classes, tout simplement. Ensuite, donc là on a classe, je vais créer un autre dossier qui va être core. Donc core, c'est des classes qui vous permettent de pouvoir les réutiliser facilement dans d'autres projets, en fait. C'est en gros le cœur de votre programmation, mais qui n'a pas de dépendance directe avec votre application. Elles peuvent être appelées dans votre application, bien entendu, mais c'est des trucs que vous évitez à l'intérieur de mettre des tables, vous verrez par la suite. Sinon ça va être compliqué à comprendre, à dire comme ça. Donc après on va avoir un autre dossier, lui on va l'appeler apps. Donc ça c'est des classes là-dedans que vous mettrez pour votre application. C'est-à-dire ces classes-là, vous ne pourrez pas les utiliser dans notre projet. Alors, hormis peut-être la table utilisateur ou groupe de l'utilisateur que des fois vous pouvez remettre dans d'autres projets, mais la plupart, ça va être vos tables la plupart du temps, ou voir d'autres trucs qui vont concerner mais vraiment l'application en tant que telle. Et un autre que je vais ajouter qui sera API. Alors API, ça sera un petit peu comme l'apps, sauf que là, ça va concerner principalement l'analyse de l'API et tout ce qui va s'en suivre. Alors, pour le cœur. Alors pour le cœur, je vais en importer quelques-unes directement, parce que sinon ça va être long. Hop. Alors bien sûr, toutes ces classes, ces fichiers, vous les aurez dans le lien de la vidéo
qui comprendra le dossier du projet et aussi le fichier netbin qui vous permettra d'avoir la même coloration syntaxique. Sinon par défaut c'est pas les mêmes couleurs. Alors on va déjà faire un petit peu le tour. Donc data objet. Alors après ça sera à vous aussi à l'intérieur de changer l'auteur, le copyright, voire la version de PHP si vous voulez quoi. Donc ces commentaires là vont nous servir pour la documentation, car on générera une documentation aussi. Donc là c'est simplement une classe object, ça me permet de créer un objet qui n'est pas un std object ou standard object, je sais plus trop quoi dans PHP quoi. C'est pour avoir un objet voilà. Date. Alors dateur, comme son nom l'indique, ça va permettre de manipuler les dates et les heures. Alors après là-dedans je vous laisserai lire, ça c'est expliqué de ce qu'on attend en entrée de la fonction et ce qu'elle va nous ressortir comme résultat. Donc c'est des fonctions statiques hein, là, toujours là-dedans. Donc là-dedans il suffit de faire dateur, le nom de la fonction à appeler et les paramètres à lui transmettre tout simplement. Alors après il y en a une autre, c'est temps. Donc là ça va concerner tout ce qui est minutes, secondes, jours, mois, années. Donc là on voit c'est des constantes qui sont définies et les constantes correspondent à ce qui est indiqué dans le commentaire tout simplement. D'ailleurs temps peut être utilisé dans dateur je crois bien. Là on fait les datetime, les dateurs. Le temps ça doit être plus bas je pense. Je suis pas sûr. Ici quand on compare des dates, non. Là ça nous retourne les jours, les heures, les minutes, les secondes. Non, bon je l'utilise pas dans dateur. Voire peut-être que je vais même pas l'utiliser du tout. Alors debug. Donc ça c'est pareil, si vous avez importé les paramètres, vous me verrez souvent faire ça. dd et je vais faire une tabulation. Donc c'est un raccourci qui sera importé via le fichier netbinzip qui permet d'avoir ce petit raccourci debug d. Donc vous allez voir à quoi ça correspond. Donc si on dit d, ça débug les data. D'ailleurs là je sais pas ce qu'il m'a fait de fichier. Hop, voilà, debug. Donc debug S ça débug une session, debug C ça débug les cookies, debug P ça débug la variable globale post, G la variable globale get, F la variable globale file, R la request, serve serveur. Autrement dit, quand je chargerai les classes tout à l'heure, ici au lieu de faire debug serveur, je pourrais simplement faire debug serveur. Et ça fera exactement la même chose que ça et ça. Donc à chaque fois, ou debug i pour afficher le PHP info, ou OS pour avoir la version du système d'exploitation. Donc ils vont tous appeler celle-ci, affiche, qui va toujours faire un echo pré-data et tout machin. Et là on va afficher session, cookie, là c'est ce qu'on envoie en même temps, là c'est pour le post, pour le get, la request, le serveur, les files, l'OS on fait une petite regex qui nous permet de savoir si on est sur Windows ou si on est sur Linux, et le i qui nous fait un simple PHP info. Donc on voit aussi qu'il y a une constante debug qui est apparente, donc principalement pour là où ça retourne quelque chose ou que ça affiche directement quelque chose. Donc ça c'est pareil, on va le définir dans un fichier qui permettra de dire à l'application si on est en mode debug ou pas. Donc je vais l'enregistrer parce qu'il y a des modifications.
File. Alors là, file, ça nous permet de faire des opérations sur le système de fichiers. Donc après, voilà, ça permet de connaître là si le système d'exploitation qu'on utilise, si c'est Windows ou Linux. Ici, ça nous permet de reformater un chemin en fonction du système d'exploitation. Donc en gros, on remplace les anti-slash par un slash ou le slash par des anti-slash. Après, ici pour le chmod, donc là, je modifie avec des permissions en plus. Là, on peut dire que c'est récursif, et etc. pour rmdir, copy, move, unlink, touch pour créer un fichier. Là, on peut récupérer tous les fichiers, donc ça va retourner un tableau qui liste les fichiers du dossier sans les points et les deux points. Remove récursive, là ça permet de supprimer récursivement tout ce qui est fichier. Donc ça supprime tous les dossiers, y compris les fichiers dans les dossiers. Copie récursive, c'est la même chose mais ça copie. Copie multi-récursive, donc là ça copie tous les dossiers et sous-dossiers, y compris les fichiers qui sont dedans. Donc ça veut dire qu'il y a les sous-dossiers. Ce qui ne doit pas être le cas de celle-ci. Tous les dossiers, y compris les fichiers contenus, mais il n'y a pas les sous-dossiers. Parcours récursif, donc là ça permet de parcourir l'arborescence. Et je sais pas où la souris s'est barrée. Ça c'est quand je crée des fichiers empty qui sert en fait à Git quand on veut versionner des projets et qu'on a un dossier vide. Je crée des fichiers qui s'appellent empty, tout simplement, et du coup, bon, là ça vous servira pas, vous pouvez même la supprimer, la fonction. Là c'est pour formater des noms, surtout quand on upload des fichiers. Les caractères, ils sont remplacés en fait, tout simplement. Et puis les caractères spéciaux, eux aussi, sont éjectés. Et là, c'est si on veut retirer tous les accents uniquement. Donc c'est des fonctions qui peuvent vous servir. Voilà. Et c'est des fonctions qui vont peut-être nous servir aussi dans le projet. L'avant-dernière qui reste, c'est le format. Donc là on va faire un format lower, donc je rappelle la classe elle-même. Et si je regarde lower par exemple, donc soit je retourne le texte parce que c'est vide, sinon on va faire un mb str2lower de texte avec l'encodage de caractères. Donc là, pareil à vous, libre à vous de pouvoir ajouter un paramètre et de préciser l'encodage de caractères si vous voulez le préciser, par exemple. Donc ça permet lower de mettre en minuscule, upper de mettre en majuscule, ligne, ça formate un texte pour transformer les sauts de ligne en caractères HTML, donc tous les /n deviennent des BR. Format let, ça permet d'avoir la première lettre uniquement en majuscule. Et number, alors ça permet d'avoir des séparations de 3 chiffres. Quand on a un grand nombre comme celui-ci, après la fonction, on va avoir la séparation sur 3 chiffres, ici, et la virgule qui va se faire remplacer par le point qui va se faire remplacer par la virgule. Voilà. Donc c'est des petites classes comme ça, un petit peu bête, mais qui sont utiles dans les projets. Enfin, on a la classe MySQL qui va servir à notre connecteur PDO, tout simplement. Donc ici on voit qu'on a des constantes, donc DSN, user, pass, ces constantes seront définies au même titre que la constante de debug tout à l'heure. Donc on a la connexion à la base de données, une requête, donc query, show, donc ça permet d'afficher des tables, last insert ID c'est pour récupérer le dernier identifiant inséré, R c'est pour échapper tous les caractères, donc tous ces trucs là ils sont échappés avec ça, et bug c'est quand il y a un bug, généralement c'est quand ça arrive ici, dans une exception on va avoir cette fonction qui va s'appeler. MySQL, donc
donc c'est une classe tout à fait normale. Donc on a champ aussi. Alors champ, ça nous permet d'avoir... comment expliquer ça? Bon, je vais lire simplement la description. Permet de récupérer la liste des champs de la table. Donc dans une table on a plusieurs champs. Et donc grâce au description et le nom de la table qu'on va lui transmettre, d'une certaine façon, on peut avoir tous les champs de la table. Ici on a ça récupère tous les champs d'une table. Là c'est une liste et ça nous crée un tableau d'objets champs. Là ça nous crée une liste séparée par des virgules. Alors pourquoi ces trucs là? C'est simplement en fait quand je veux faire une sauvegarde, ça me récupère vraiment toutes les informations de la base de données et ça me reconstitue les requêtes pour insérer ou mettre à jour. Donc là j'ai la liste des types de champs. Là je récupère tous les champs. Les types, donc il y en a plusieurs mais ils ont chacun leur utilité. Et là je peux avoir la liste des valeurs. Donc là je récupère les fields, les types, nul, tout ça, ça me permet de les avoir depuis genre liste type field. Et après on peut créer les requêtes, create insert. Et donc ça nous fera insert into de la table, de la liste et des valeurs que j'ai pu récupérer. Et tout ça sera séparé par des virgules, ou sera retourné sous forme de tableau, ou sera retourné sous forme d'objet, selon les fonctions au-dessus qui nous permettent de faire le traitement final qui est celui-ci. Le insert multi me permet de faire un insert in your into, mais avec plusieurs valeurs à l'intérieur, quoi. L'insert initDB, ça permet de faire un insert into sans la suite des values. Create update, donc là on pourra faire un update de machin, update tab set et tous les champs. Et le create delete, le delete from la table avec l'id. Bon, ça sera plus quand on va utiliser MySQL. Et enfin, table. Donc table, toutes nos tables qu'on va créer vont étendre de cette classe-là. Donc les identifiants seront directement injectés ici. Et là, ça nous permet de créer un constructeur qu'on verra par la suite. Là, on peut récupérer la table, on peut récupérer l'identifiant, changer l'identifiant, savoir si ça existe ou si ça n'existe pas, avoir le dernier identifiant, l'identifiant maximum pour le prochain incrément. All, ça nous permet de tout récupérer. Find, on peut rechercher sur un identifiant. Insert, et là vous voyez que champ est appelé, donc ça nous permet de créer les requêtes d'insertion. Insert multi, l'update et le delete. Voilà. Ensuite, là on a fait le tour des classes d'ici. Donc là c'est tout ce que j'ai à mettre dans le cœur. Alors là je vois que ça fait 1h04 d'enregistrement. Moi je serais bien parti pour 2 heures encore, hein, mais bon, vu que maintenant j'enregistre sur un écran plus grand, pour ceux qui se plaignent de l'écriture, vous voyez, je pense à vous, je lis vos commentaires. Donc logiquement ça devrait mieux passer. Vous avez une résolution Full HD. Donc 2 heures d'encodage en Full HD comme ça, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Donc pour ceux qui se plaignent des vidéos qui sont trop longues, que 2 heures c'est trop long, malgré que la majorité des personnes ne s'en plaignent pas, mais bon, au moins je pense à vous aussi. Je vais découper les vidéos d'1 heure,
Bon, 1 heure et quelques minutes, hein. On n'est pas à 1 heure pile, quoi, en fait. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo maintenant. Je vais tourner la suivante à la suite. Je ferai l'encodage des 2 vidéos dans la nuit. Et je les mettrai sur YouTube. Je sais pas si je les mettrai en même temps ou si je vais les espacer de quelques jours, histoire de flatter l'algorithme de YouTube comme nous disent tous nos youtubeurs. En gros, je vais vous fournir le zip, mais vu que je vais faire la vidéo après, je pense que... Ouais, mais ça sera 2 vidéos différentes. Bon, en gros, je vous conseille de lire la description dans la vidéo. Au moins, vous saurez si le zip il est là. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas en faire 50 dans la soirée. Donc, au mieux, regardez dans la description. S'il y a un lien vers le fichier zip, bah utilisez-le. Sinon, regardez la 2e vidéo. Et sous cette 2e vidéo, il y aura le lien vers le fichier zip. Donc maintenant, comme je sais pas si je vais les publier en même temps ou séparément, donc si je les publie séparément, alors je vous mettrai le zip de là à l'heure actuelle, avec le fichier netbin, le zip. Sinon, même pas, sinon c'est dans la 2e vidéo. En fait, je mettrai le zip aussi, mais pas avec netbin, pas la configuration netbin, je l'intégrerai pas dedans. Comme ça, au moins, bah voilà, dans la description, vous aurez les 2 zips. Voilà. Et du coup, vous devrez cliquer sur le bouton pour lire la description. En attendant, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook, car c'est là où je suis le plus actif, concrètement. Après, sur YouTube, bien sûr, je réponds à vos commentaires si une réponse se fait sentir. Sinon, je vous remercie tous pour tous vos commentaires fort agréables, clairement, je vous le dis. Surtout quand on va pas bien des fois, ça fait du bien de voir que voilà, ce genre de commentaires. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.